Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, enfin, pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée aujourd'hui aux sensations qui nous guident. Nous sommes des êtres de sensations, des êtres d'émotions, parfois des êtres de spiritualité, et nous sommes guidés par tout un tas d'autres choses que les décisions intellectuelles. Moi, j'aime à imaginer l'être humain, évidemment c'est de la vulgarisation, fonctionnant avec deux cerveaux, ce qu'on va appeler le cerveau conscient, le siège de la décision intellectuelle, de la volonté, de la compréhension des choses, et ce qu'on va appeler le cerveau inconscient. Et ce cerveau-là, inconscient, il est fait d'intuition, parfois de peur, d'autosabotage, d'instinct protecteur, de mécanismes de protection. Et on s'aperçoit dans nos vies, dans nos réactions, dans nos comportements, dans nos manières de revivre un petit peu toujours les mêmes choses, que c'est ce cerveau-là, en réalité, qui décide, que beaucoup de choses échappent à notre volonté, que beaucoup de choses échappent à notre compréhension, y compris la compréhension de nous-mêmes. Alors la compréhension de l'autre, quand il est notre partenaire, ou l'autre avec un grand A, du coup, nous échappe d'autant plus. Et il y a une question qui m'a été posée en consultation il y a quelques temps, qui m'a inspiré cette vidéo, qui était « Mais Sarah, des fois je ressens des choses, je ne sais pas si c'est de la peur, et je ne sais pas si c'est de l'intuition. Et donc je ne sais pas comment réagir vis-à-vis de cette sensation-là. » Et cette personne qui m'a posé cette question a élargi son questionnement à « Mais à quel moment je peux reconnaître aussi si c'est de l'auto-sabotage ? À quel moment est-ce que je peux reconnaître si c'est la procrastination ? Comment je peux reconnaître ces émotions qui m'habitent et qui du coup vont amener des prises de décision ou pas, ou en tout cas qui vont amener des choix, qui vont amener des comportements et qui finalement drive un événement. Comment je peux reconnaître ces sensations-là ? Quelle partie de moi me parle et quelle partie dois-je écouter ? Et c'est quand même des choses qui en toile de fond se retrouve beaucoup dans les consultations, ce questionnement sur soi-même. Quand j'agis, quand je pense, quand je parle, quand je fais, qui en moi agit ? Est-ce que c'est ma peur ? Est-ce que c'est mon auto-saboteur intérieur ? Est-ce que c'est mon usurpateur ? Est-ce que c'est mon ego ? Et est-ce que c'est mon intuition ? Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire le distinguo de toutes ces parts de nous-mêmes, de toutes ces parts du soi, de toutes ces parts inconscientes qui rentrent en interaction avec nous en interne et qui vont nous proposer du coup une réaction au monde, une interaction au monde et avec les autres, et souvent avec le partenaire amoureux d'ailleurs. Et pour cette vidéo, il n'y aura donc pas de schéma, mais je vais quand même essayer de faire à côté un support écrit pour que ce soit bien clair. Pas de schéma cette fois-ci puisque je me suis blessée. Vous pouvez le voir, j'ai eu un petit souci au doigt qui m'empêche du coup d'écrire, donc c'est comme ça. Je saisis cette opportunité pour travailler de manière différente. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Ma chaîne a 5 ans. Je remercie évidemment toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent, toutes les personnes qui me font confiance aussi dans le process d'accompagnement, dans les thérapies de couple, dans les thérapies individuelles, en hypnose, en psychosystémie. Merci à vous. Et ça fait très très longtemps que j'avais pas jeté un petit coup d'œil sur YouTube pour toutes les raisons que j'ai beaucoup expliquées avant. La connaissance, c'est quelque chose qui n'appartient à personne. L'information, surtout sur YouTube, elle est gratuite et c'est comme une énergie, elle doit circuler. En revanche, j'ai tout de même envie de faire une petite aparté sur certaines chaînes qui reprennent parfois le contenu, voire même les titres des vidéos qui existent déjà. Et j'invite tout le monde à, même si on est sur un support gratuit, même si on est dans une optique de faire circuler la connaissance, de la partager, d'aider, j'invite tout le monde aussi à respecter la propriété intellectuelle parce qu'il existe tout de même des législations vis-à-vis de ça, notamment au niveau des formes, des titres et de la reprise en fait de certaines choses. Et puis au-delà de ça, j'invite aussi tous les créateurs de contenu à se poser la question des outils qu'ils utilisent
de ce qu'il propose comme aide, s'occuper du cerveau des gens, s'occuper de l'émotionnalité des gens, c'est prendre en charge parfois leur survie, c'est prendre en charge parfois le peu de ressources qu'il leur reste, c'est prendre en charge aussi parfois des pathologies. Et je trouve ça important d'avoir des bons outils, d'avoir des formations solides, d'avoir des connaissances et d'avoir une éthique. Je ferme la parenthèse parce qu'il me semblait importante. Et donc, on y va pour la question de ces parts de soi qui réagissent en nous et comment fait-on pour les écouter, comment fait-on pour les reconnaître et lesquelles finalement nous guident bien et lesquelles nous amènent dans des schémas qui sont contre-productifs. Alors pour démarrer, je le disais en introduction, le cerveau humain, en gros, il est coupé en deux. Il y a tout ce qu'on décide, mais tout ce qu'on décide prend racine quelque part, est lu, interprété, traité par un prisme intime. Ce prisme intime, il n'est le même pour aucun être humain, puisqu'il est déterminé par une histoire, des conditions de naissance, une construction, des apprentissages primaires. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le travail sur soi qui explique un petit peu comment le cerveau, en gros, s'organise. Donc, toute notre vision du monde, toutes nos interactions avec le monde et les autres sont déterminées par ce qu'on peut appeler de manière jolie et poétique notre royaume intérieur, parce que moi je vais appeler plutôt l'inconscient. Cet inconscient-là, il vient filtrer, déterminer, influencer la manière dont vous allez vivre des situations du quotidien, des schémas amoureux et votre interaction avec l'environnement. Donc, globalement, il existe énormément de choses qu'on ressent en soi, mais il y a des grandes sensations primaires, la joie, la peur, l'angoisse, l'intuition. Et puis de là naissent déjà des petites nuances. L'autosabotage, qui est l'expression d'un mariage entre l'angoisse et la peur, donc du coup on évite l'autosabotage. Il y a aussi la procrastination. Alors la procrastination, ça peut être cliniquement un signe de dépression, mais ça peut être aussi l'expression tout simplement d'une peur qui fait qu'on n'ose pas y aller parce qu'on n'a pas de certitude finale ou qu'on a une évaluation des risques qui est surinterprétée et donc on n'y va pas. Et tout ça finalement, c'est une machine assez naturelle. Notre inconscient a appris des choses, il a fait face à des situations, il s'est construit et il cherche à tous les instants à nous protéger. Nous protéger de la douleur, à nous protéger des échecs, à nous protéger des déconvenus, à nous protéger des incompréhensions, à nous protéger à revivre des choses trop douloureuses. Et il cherche à nous guider dans d'autres voies, des voies positives. Parfois, on s'aperçoit qu'on fait les mauvais choix. Qui a décidé en nous? Eh bien, ce sont ces émotions inconscientes. La bonne nouvelle, c'est que ces émotions, on va pouvoir ici apprendre à les reconnaître. On va pouvoir apprendre à comprendre ce qu'elles veulent, à savoir quand il faut les écouter, quand il faut les déconstruire. Et on va finalement apprendre à être partenaire avec la partie de soi qui prend parfois le pouvoir, au lieu de la subir, au lieu de s'en désoler, au lieu d'en être parfois prisonnier. Le travail en hypnose sert à ça, à cesser d'être prisonnier de soi-même, de ses propres choix inconscients, de ses propres schémas reproducteurs, des parts, parfois angoissées, parfois dépressives, qui nous habitent plus que notre volonté, qui nous habitent plus que notre envie de vivre autre chose. Il y a tout un tas de choses en nous qui sont plus fortes que nous. D'abord, chacune de ces émotions est associée à un mouvement qu'on va pouvoir questionner. La peur,
Quand je ressens de la peur, ressentir de la peur, ça n'est ni bien ni mauvais. Ce qui est bon ou mauvais, c'est la manière dont j'interagis avec ma peur. Il y a parfois des moments, moi j'entends beaucoup en consultation, j'ai peur, mais il faudrait que j'y aille, il faut que je surmonte ma peur, là je n'y vais pas parce que j'ai peur. Oui, mais peut-être que la peur, elle veut vraiment nous protéger d'un truc qu'il faut pas qu'on vive. Donc, la peur, elle va permettre un choix. Est-ce qu'on l'écoute, est-ce qu'on l'écoute pas? Cette introduction sur la peur, c'est vraiment pour vous montrer que la peur a une fonction. La peur protège. L'auto-sabotage prive de quelque chose. Chaque émotion a une fonction. La peur protège. L'auto-sabotage prive. Si je laisse ma part auto-sabotage, ne pas préparer un examen, aller en ne mettant ni apprêté, ni en étant dans de bonnes conditions à un rendez-vous galant, ça va pas fonctionner. Ma part d'auto-sabotage, c'est celle qui me fait me réveiller en retard alors que j'ai un entretien important. L'auto-sabotage prive. Prive de bonheur, prive de réussite, prive de valorisation, prive de reconnaissance. L'auto-sabotage prive. Il y a autre chose dont on parle beaucoup, c'est la procrastination. La procrastination maintient. La procrastination maintient dans quelque chose d'immobile, maintient dans une situation éternelle. Si je procrastine, ma maison n'est jamais rangée. Si je procrastine, je ne termine jamais mes études. Si je procrastine, je ne rappelle jamais cette personne à qui je tiens. Si je procrastine, je ne rentre pas dans une posture de courage et donc rien ne change. La procrastination maintient. Et venons-en à l'intuition. Parce que l'intuition, c'est quand même le truc le plus positif là-dedans. L'intuition invite à passer à l'action. J'ai l'intuition que ça peut marcher, j'y vais. J'ai l'intuition que ça sent mauvais, qu'il ne faut pas que j'y aille. Mais c'est une intuition, et on va la différencier de la peur dans quelques instants, du coup qui fait que je ne fais pas, c'est un choix d'inaction. C'est un choix de non-action. L'intuition, c'est quelque chose qui nous invite à passer à l'acte ou à ne pas passer à l'acte. Mais autour de la question de l'intuition, il y a le mouvement de l'action. Comment, parce que c'était véritablement ça la véritable question de comment on diffère la peur qui protège de l'intuition qui nous dit il ne faut pas y aller. Eh bien, il y a deux choses. Chaque émotion est associée à une sensation. La peur, c'est quelque part dans le corps. La peur, souvent, la sensation qui est associée à la peur, c'est quelque chose qui se serre, quelque chose qui nous électrise. J'ai peur, oh, je suis figée. Ça tend, quelque part. L'intuition a quelque chose d'apaisant. J'ai l'intuition qu'il ne faut pas que j'y aille. Je sais que je fais la meilleure chose pour moi-même. Et là, on a une sensation de mieux s'asseoir. La sensation, elle n'est pas au même endroit dans le corps. La peur, elle est quelque part. Souvent, elle est là, elle peut être là. Chaque personne ressent son émotionnalité à un endroit différent. Il y a quand même des grands mouvements communs. L'intuition, elle libère. L'intuition, elle apaise. L'intuition, elle peut être un peu plus haute ou un peu plus bas. L'intuition, elle peut être même à l'intérieur, derrière le cœur. L'intuition, ça peut être aussi un endroit dans la tête qui... L'intuition, à l'inverse de la peur, elle détend. L'intuition, elle réconcilie. L'intuition, elle pactise avec soi-même. L'impression, elle dit « c'est ça qu'il faut faire ». L'intuition, elle sécurise. Donc, toutes celles et ceux, y compris dans les choix amoureux, et dans cette relation flamme jumelle,
L'intuition, elle vient a priori nous mettre sur la bonne voie, alors que la peur va chercher à nous protéger. C'est un signal d'alarme. L'autosabotage, c'est une autre sensation qui y est associée. L'autosabotage fait qu'on n'a pas tant de sensations corporelles. L'autosabotage fait qu'on détourne le regard. Je ne regarde pas. Il faudrait que tu révises ton examen. Oh. Mais l'autosabotage, c'est ce qui fait qu'on ne gère pas l'information. L'autosabotage, qui fait qu'on va se réveiller trop tard alors qu'on a un rendez-vous important, c'est parce que on refuse, l'autosaboteur refuse de gérer l'émotion de l'information. Le stress, la peur, la hâte. On détourne le regard. L'autosabotage, c'est celui qui met un tapis. L'autosabotage décide qu'on ne se confronte pas. L'autosabotage fait qu'on ne dépasse pas son émotion primaire. L'autosabotage, c'est l'expression la plus grande de l'évitement. Et à la base de la décision d'évitement, il y a une angoisse. La conduite d'autosabotage, c'est une conduite de détourner son regard de ce qui angoisse et de ne pas s'en occuper. De ne pas le dépasser, de ne pas le régler, de ne pas le prendre en charge. L'autosaboteur, c'est aussi celui pour qui rien n'est jamais grave. « Ah, c'est pas grave, ça va, j'ai que 10 minutes de retard. » C'est celui qui relativise. C'est celui qui détourne le regard et de l'angoisse et de la gravité, qui ne traite pas l'information inconsciente. Je récapitule, la peur protège, l'intuition apaise, on fait équipe avec soi, on sait qu'on assure sa propre sécurité en passant ou pas à l'acte, en s'obstinant ou pas. L'autosaboteur détourne le regard, ne ressent rien puisqu'il ne veut pas gérer l'information. Et pour terminer, la procrastination fatigue. La procrastination, c'est une sensation d'épuisement. La procrastination sur le tableau clinique, c'est un des symptômes de ce qu'on peut appeler une déprime. Pour prendre la petite échelle, la dépression a plusieurs échelles. Dans un premier temps, il y a la déprime et la procrastination qui peut être momentanée. Si elle est momentanée, c'est l'expression d'une déprime, c'est-à-dire une fatigue, un épuisement, un manque de force, une perte de pulsion de vie, une perte d'envie d'avoir envie. C'est un symptôme de la déprime. Donc, il n'y a pas tellement de lieux où ça prend racine. C'est un effondrement, un épuisement. Si ça dure trop longtemps, dans ce cas-là, c'est important de consulter parce que ça peut être des signes cliniques d'une vraie dépression ou à l'inverse, et ça c'est à voir dans les histoires, une stratégie inconsciente, un mécanisme pour se maintenir dans un état d'inexistence, dans un état de mort interne, et peut-être que ce maintien-là, ce mécanisme de maintien-là, obéit à un apprentissage, à des regards, à des mots, à des situations déjà vécues. Et ça, c'est à déconstruire en consultation. Je ne rentre pas dans les détails ici parce que chaque émotion est construite individuellement, je vous le disais en introduction. Mais ce que je voulais finalement ici vous apporter rapidement, c'est quand je ressens quelque chose, je me questionne. Est-ce que ce que je ressens cherche à me protéger ? Est-ce que ce que je ressens cherche à me priver ? Est-ce que ce que je ressens détourne le regard de quelque chose qui pourrait m'inquiéter, m'angoisser ? Ou est-ce que ce que je ressens me fatigue et me maintient dans l'épuisement ? Ou est-ce que ce que je ressens me sécurise, me fait sentir que j'avance dans la bonne voie ? Avancer dans la bonne voie n'évite pas l'échec, ne prémunit pas l'échec. Mais y a-t-il... Mais c'est vivre. C'est vivre, c'est avancer, essayer, prendre des risques, réadapter, contourner, changer de chemin. C'est ça la vie. C'est ça la liberté. La liberté consiste
à accepter de prendre des risques, à être assez solide en soi pour s'en remettre, changer de chemin, être en mouvement permanent. L'intuition permet ça. Et si elle se trompe, elle en a une autre pour nous maintenir toujours dans un état de vie, de sécurité et de désir. Il est important de comprendre le mouvement qui sont associés à ces émotions inconscientes. Ils sont importants de connaître le traitement corporel de ces émotions inconscientes pour pouvoir les reconnaître et interagir au mieux avec elles. Et quand on se sent prisonnier, quand on se sent bloqué, quand on se sent impuissant face à ces émotions, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir besoin d'avoir une petite aide, à l'aide d'un thérapeute qui permette de déconstruire ce chemin émotionnel, à quoi cette émotion répond, dans quoi elle nous maintient, ce à quoi elle nous oblige, ce à quoi elle est fidèle pour pouvoir s'en libérer après. Voilà, du coup, pour cette petite capsule qui permet de faire sa petite auto-analyse de ce qui se passe, de ce qu'on met en place, de ce à quoi on obéit et de comment on choisit d'interagir. Quelque chose qui protège doit être écouté, quelque chose qui prive doit être questionné et remis en question, quelque chose qui détourne le regard doit aussi être remis en question, et l'émotion qui nous maintient dans la fatigue, elle mérite en tout cas, elle, d'être prise en charge et guérie, pour toujours rester dans un état de vie, de mouvement satisfaisante, dans une progression, dans un aller de l'avant. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite évidemment une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.